Dans le cadre de notre campagne Halte à la mort de la France, initiée par le mouvement Force française, nous avons entrepris une série de vidéos dont le but est de montrer le processus de destruction massive de notre nation, de notre pays de France, lequel, jusqu'à preuve du contraire, est le pays des Français qui se respectent et respectent leur pays. Ce processus de dissolution rapide se nourrit de lui-même, et c'est bien à l'intérieur, à travers ses institutions les plus fondamentales, que le mal prend naissance, se propage comme un incendie dans toutes les couches de la société, provoquant certains phénomènes autodestructifs alarmants. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point que si nous n'enrayons pas ce processus, dans un avenir proche, à distance de 2 ou 3 lustres, je vous le dis tout net, la France aura disparu. Je vais citer les institutions fondamentales visées, mais bien entendu, nous ne les traiterons pas en une seule fois. Je tâcherai d'en dire l'essentiel sur l'étendue de 2 ou 3 vidéos de 1 heure environ. Donc, dans l'ordre de ces institutions sont la presse, l'école, la fonction publique, la culture et 2 effets pervers du système, la dette et l'immigration. Dans ce premier clip, je vais aborder la presse et celui que je n'ai pas cité volontairement, le plus important qui était prévu pour la fin, les élus de la République, autrement dit, l'établissement républicain. Commençons par la destruction de la France au moyen de la presse abusivement qualifiée presse d'information. Constatons tout d'abord que toute la presse française est républicaine. Il n'y a pas de place pour l'expression d'une vision politique autre que celle voulue et imposée par le nouvel ordre mondial. D'autre part, toute la presse française, je dis bien toute, à l'exception de quelques journaux d'opinion, et encore, est aux mains d'intérêts purement spéculatifs, c'est-à-dire aux mains d'industriels, de banquiers, de financiers. Vous vous doutez bien que si ces braves gens investissent autant d'argent, parfois à perte, dans cette activité spécifique qui ne relève pas de leur objet social, car le but d'une entreprise qui fabrique des armes, des cosmétiques, des produits numériques ou qui tient un comptoir financier n'est pas, que je sache, de faire du journalisme, ce n'est ni dans leur rôle, ni leur objectif professionnel. Ce n'est donc ni par philanthropie ni par générosité de mécènes que ces personnes investissent dans la presse, mais bel et bien pour contrôler l'opinion publique générale et la faire aller dans le sens souhaité, comme nous allons le voir. Dans la hiérarchie, les industriels sont sous la coupe des banquiers, les banquiers sous la coupe de la finance internationale. On peut donc dire aujourd'hui que la presse française est entièrement contrôlée par la Haute Banque internationale avec pour but de faire valoir sa loi, la loi de l'argent, et ses codes idéologiques qu'elle entend imposer à l'humanité entière. Il en est ainsi pour tous les titres de la presse nationale, pour tous les titres de la presse régionale, papier et audiovisuel, pour ne parler que de la presse d'information idéologiquement monolithique. Celle-ci n'est plus aujourd'hui qu'une vaste organisation de propagande anti-française, de désinformation et de culture du mensonge limitée à quelques groupes médiatiques. À l'exception de la presse patriotique au sens large, on peut dire que depuis la libération, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de presse indépendante en France, indépendante des milieux financiers. Je ne sais même plus si, à ce degré de dépendance, d'aliénation, on peut encore parler de journalisme et de journalistes. Je suis tout à fait d'accord quand on dit que les journalistes, aujourd'hui, sont des employés de banque et qui ne font qu'exécuter les ordres de ceux qui les nourrissent et leur assurent un substantiel train de vie. Et d'une certaine façon, ils sont aussi des fonctionnaires puisque la presse est subventionnée en plus. Autrement dit, on n'a plus affaire à des journalistes mais à des militants, au pire à des commissaires politiques. Les journalistes d'information, tous organes de presse confondus, sont à 80-90% de gauche. Nous sommes en pleine phase de réinstauration ici en France, chez nous, et comme jamais, de la propagande de type soviétique qui a obscurci le monde durant 75 ans. Leur mission est très simple, diffuser les codes apatrides et cosmopolites universels qui tendent à favoriser la destruction des 3 piliers constitutifs de la France traditionnelle, la nation, la famille, la religion catholique, celle que j'appelle la vraie France, la France civilisée, pour faire place aux oukases du nouvel ordre mondial. Toute l'activité, même l'actualité de fond de la presse d'aujourd'hui, tourne autour de ces 3 objectifs, à l'exception timide et souvent ambiguë du Figaro qui pense surtout à ménager la part importante de ses lecteurs traditionnels payants.
Autrement dit, le but est de faire barrage à toute information positive concernant les tenants de la France traditionnelle, historique, identitaire, tandis qu'on monte en épingle tout ce qui peut détruire l'essence même de notre pays, tout ce qui peut lui être nuisible, tout ce qui conduit à sa dissolution, à son obsolescence. Les exemples ne manquent pas, à commencer, pour prendre celui-ci récent, la promotion de l'homosexualité et de toutes les déviances, de toutes les dépravations qui lui sont attachées. Ou encore celui-ci qui consiste à mettre en évidence les groupes ethniques, la prétendue diversité globalisante et cosmopolite, étant entendu qu'à l'opposé, c'est le blackout total, le noir complet concernant les Français de souche, totalement réduits au silence, sauf quand il s'agit de leur nuire. Et là, vous pouvez être certain que la désinformation est massive et absolue. Vous allez me dire, mais la presse a quand même bien pour rôle d'informer, de faire connaître le fait, le factuel, l'événement. Je vous réponds non. Ce n'est pas son but premier. L'information n'est qu'un prétexte à la propagande directe ou subliminale. La presse a d'abord pour rôle moral et psychologique de désinformer, de mentir aux citoyens, de le suggestionner, de le conditionner, d'orienter son opinion. Elle est entièrement au service de l'idéologie mondialiste, c'est-à-dire de la République universelle. Qu'ils soient papier, électronique ou télévisuel, les journaux sont des organes de propagande massive ayant pour but de contrôler l'esprit des masses populaires, de leur soustraire les moyens intellectuels de réfléchir en jouant sur les ressorts psychologiques primaires les plus immédiats, selon la trilogie consumériste sacralisée, argent, sexe, pouvoir, et cela qu'on exerce le pouvoir ou qu'on le subisse. Lire un journal aujourd'hui ou regarder la télé est devenu une souffrance, tant la presse est le reflet de cette époque insoutenable de médiocrité, tant elle est le reflet de cette porcherie qu'est devenu notre beau pays de France. Je ne m'étendrai pas sur la formation des journalistes. Jadis, ils apprenaient le métier sur le tas. Ils étaient donc incontrôlables. Aujourd'hui, ils passent obligatoirement par une école de formation, ou plutôt de formatage, où ils subissent une bonne dose d'endoctrinement et de lavage de cerveau. Si on veut contrôler la presse, il faut évidemment contrôler les journalistes et leur endoctrinement professionnel. Comme disaient les vieux briscards de jadis, apprendre le journalisme à l'école, c'est comme apprendre à nager par correspondance. Et c'est muni de son parchemin que l'impétrant pourra prétendre exercer son métier ou sa vocation, l'indispensable sésame, selon une dérive générale qui tend à faire du diplôme un sauf-conduit et non la sanction d'un niveau de compétence réel. Si l'on n'apprend pas formellement la désinformation au sens strict du terme, elle existe cependant dans la pratique comme une sorte de méthodologie professionnelle non dite et acceptée. Dans la grande presse, d'une façon générale, la profession de journaliste doit s'exercer dans un champ d'intervention duquel est impérativement exclu tout ce qui n'entre pas dans les délimitations du politiquement correct imposé selon le pacte luciférien du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire tout ce qui est tabou et relève de l'interdit absolu de la consigne du silence. Quelques façons de pratiquer la désinformation, mot d'origine soviétique, je le rappelle, qui confine à la manipulation de l'opinion et pour définir à sa fabrication. En un, la pratique du radiotrottoir ou micro-trottoir, sous des formes diverses, on fait parler l'homme de la rue. D'un échantillon de quelques enregistrements préalablement sélectionnés, avec toujours le faux contradicteur de service, on vous annonce, nous avons demandé à l'homme de la rue ce qu'il en pense. Autrement dit, quelques avis isolés, pris au hasard, saisis à la volée, et préalablement sélectionnés, se transforment comme par magie en opinion générale des Français. 2. L'usage abondant des intervenants extérieurs, les experts, toujours judicieusement sélectionnés, apportant la caution de l'expertise qui donne de la force, de l'autorité au message que l'on veut faire passer. En 3, l'usage immodéré des sondages et statistiques invérifiables qui constituent la trame subliminale de la manipulation de grande ampleur. Avec les sondages et les statistiques non vérifiables, on atteint des sommets de désinformation. En 4, la multiplication infinie des faux débats de toute nature, débats pipés qui donneront l'impression du pluralisme des idées, mais d'un pluralisme limité aux seules idées autorisées, d'où sont exclus les interdits officiels. Par exemple, la plupart des patriotes français sont interdits de presse, et du reste d'ailleurs.
Par sécurité, les débatteurs choisis sont systématiquement de gauche ou des idiots utiles cantonnés dans le rôle du contradicteur de service. En 5, l'usage et l'abus de l'arme de la diabolisation, qui consiste à déverser des tombereaux d'immondices sur celui qu'on veut salir, sans lui laisser l'opportunité de se défendre ou de se justifier, et en lui interdisant tout net de s'exprimer. En 6, la sollicitation impudique et abusive de personnages n'ayant pour seul critère de référence intellectuelle et morale que d'être connus du grand public, régulièrement invités à donner leur avis sur tout sujet de société, même les plus graves, dont la plupart du temps ils ne connaissent rien. Ce qui est souvent le cas des artistes, toutes catégories confondues, écrivains, comédiens, chanteurs, musiciens, autorisés à faire valoir publiquement leur opinion politique, de préférence conforme au politiquement correct, sous peine de voir leur carrière brisée. Tous les saltimbanques que vous voyez s'exprimer dans la presse, à la radio, à la télévision, sont dans le système ou alors ils sont cuits, professionnellement exclus. Ce sont la plupart des gens de gauche ou qui simulent leur soutien au système par nécessité alimentaire. S'il n'est pas partie prenante militante du système, la capacité du journaliste vendu à se plier à l'autocensure selon une tendance proportionnelle au niveau de son train de vie ou à exercer son métier en mettant sa déontologie professionnelle sous le boisseau ou en s'asseyant carrément dessus. En 8, l'euphorisation du citoyen. L'euphorisation des masses, selon l'antique mot d'ordre modernisé du pain et des jeux. La fabrication du zombie républicain. Cela consiste à conditionner le vide mental du citoyen type, c'est-à-dire à le maintenir dans un état permanent de contentement de soi, de satisfaction béate, fait de bonne humeur joyeuse et festive, de fraternité irénique, dans un environnement de gavage consumériste, enjolivé de musique, de lumière, d'éclats de rire à gorge déployée, de franches rigolades à se taper sur les cuisses, marque indélébile d'un monde décontracté, décomplexé, désinhibé. On rit, on s'esclave, on se bidonne, on s'en paye une bonne tranche, on se saoule la gueule, pour tout, pour rien, pour n'importe quoi, mais on se doit d'exprimer sa joie de vivre, de manifester son bonheur de partager le fameux vivre ensemble, laïque, gratuit, obligatoire, dont nos élus républicains nous bercent de la naissance à la mort. Maintenant, il est intéressant de savoir comment est financée cette presse. Alors là, c'était quelques exemples que je vous ai donnés, on survole. Hein. Si elle était vendue à son prix réel, elle serait tout simplement en faillite totale. On n'en parlerait même plus. Ce qui veut dire qu'elle est vendue non pas selon la loi de l'offre et de la demande, mais très au-dessous de son prix de revient réel. Du même coup, elle contrevient à la loi puisqu'il est interdit de vendre à perte. La presse institutionnelle française, grande donneuse de leçons, est virtuellement hors la loi. Tous les journaux de gauche, sans exception, y compris le quotidien communiste L'Humanité, en plus des avantages fiscaux et des subventions dont ils bénéficient, sont financés par les banques, par les capitalistes, directement ou indirectement au moyen de la publicité. Si la plupart de ces journaux devaient vivre du seul produit de la vente, ils n'existeraient plus. La vente couvre à peine 30 à 40% de leur prix de revient. La presse est la seule corporation qui vend officiellement à perte. On appelle ça du dumping, c'est interdit à ma connaissance. Sauf pour cette immense institution de propagande qui est au service du système et qui est là pour empêcher ce qu'on veut faire taire de s'exprimer. Vous voyez déjà comment le système néo-soviétique fonctionne. Le comble, c'est que cette presse d'argent, donnée pour être de gauche, qui se veut en plus donneuse de leçons, est financée par ceux qu'elle combat. Cette presse qui vilipende les capitalistes, qui dénonce le mur de l'argent à longueur de temps, à longueur de colonne, n'hésite pas à s'appuyer sur le fameux mur quand le chèque tombe à la fin du mois. C'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur. Qu'il soit honnêtement gagné ou qu'il provienne du tapin journalistique, il nourrit de la même façon son homme. Un exemple récent est celui de Libération, le journal des ex-révolutionnaires 68ards, devenu depuis le journal de cette bourgeoisie de gauche névrosée qui se reconnaît à son ego hypertrophié. Ce quotidien s'en prenait voici peu au milliardaire Bernard Arnault qui venait de se domicilier en Belgique pour échapper au fisc en paraphrasant un certain président de la République. « Casse-toi, riche con !» En une du journal, en gros caractères sur le portrait du personnage en question. Cette ex-feuille maoïste créée dans la foulée de mai 1968, qui ne vit que de l'argent des milliardaires et de l'État,
semble s'être fait une spécialité de dénoncer les exilés fiscaux, alors que les propriétaires de ce quotidien bobo bolchevique, 100 fois sauvés de la faillite, sont eux-mêmes milliardaires, ont la double nationalité et planquent leur fortune dans les paradis fiscaux, en l'occurrence Israël. Vous croyez que cela gêne des journalistes et leur pose des problèmes de conscience, de déontologie? Ne parlons même pas de morale, pas du tout. Vous croyez que cela fait perdre au journal des lecteurs à qui on peut raconter n'importe quoi et qui sont prêts à tout gober pourvu que le mensonge soit enveloppé de branchitude? Que nenni! Non seulement ils n'ont pas perdu un lecteur, mais ils en ont peut-être gagné, merveillés par l'audace provocatrice du canard. Oh oui, ils prennent des risques, c'est vrai. Et puis, qu'ils travaillent à perte ne les gêne pas davantage. Il y aura toujours l'argent public ou un généreux repreneur, banquier de son État, pour pourvoir aux fins de mois difficiles. De toute façon, c'est une feuille de propagande. Ils sont dans leur rôle, mentir, désinformer, dire aux lecteurs déjà lobotomisés par l'école républicaine ce qu'ils veulent entendre, vrai ou faux présenté comme vrai, et vice-versa. Vous allez me dire, mais ces patrons de presse, ces banquiers, ces financiers de toutes sortes, c'est par pur masochisme qu'ils soutiennent ces journaux de gauche, qui les insultent en permanence tout en vivant d'eux comme des parasites? Pas du tout, ils s'en portent même très bien. Cela ne leur fait pas plus d'effet que l'eau sur la plume du canard, surtout quand ils savent d'où ça vient et à qui ils ont affaire. Chez eux, c'est une stratégie parfaitement maîtrisée qui leur permet de tenir la presse subversive par l'argent, d'acheter les journalistes, et par ce moyen d'avoir sous la main les partis politiques, d'agir sur les événements, de les orienter conformément à leurs intérêts et d'instrumenter la piétaille d'extrême gauche, syndicats compris, pour contrôler toute tentative de subversion s'il y a lieu, voire au besoin les provoquer. De plus, les mouvements de gauche, tous confondus, ont ceci de commun avec le grand capital: ils sont apatrides, cosmopolites, même si leur vision du monde sans classe, sans race, sans frontières ne coïncide pas exactement. Sans race et sans frontières, d'accord, mais pas sans classe pour la haute finance. De fait, la presse et les partis politiques de gauche, réformistes ou révolutionnaires, sont les meilleurs soutiens du capitalisme mondial ou de ce qu'on appelait jadis la fortune anonyme et vagabonde. Pour illustrer concrètement ce que peut être le pouvoir de manipulation de l'opinion publique par la presse, je vais prendre deux exemples relativement récents. Un faux débat et dans la même veine un faux sondage ou sondage invérifiable, comme d'habitude. Le jour où le pape Benoît XVI a officiellement annoncé sa démission, le soir même, une radio nationale organisait un débat. Qui sont les invités éclairés pour commenter l'événement? Et présent l'inévitable défroqué de service, Jean-Claude Barrot, de toutes les revues depuis 30 ans, qui a dû se marier ou divorcer 2 ou 3 fois depuis, et qu'on nous présentait jadis, au temps de ma jeunesse, comme le curé new style moderne et médiatique dont tout le monde parle, avant qu'il ne tombe sur un râteau. Ensuite, vous avez l'incontournable Guy Gilbert, le curé des Loubards, vous savez, ce prêtre qui ne peut s'exprimer sans placer un putain sonore tous les 2 ou 3 mots. À 75 patates, comme il dirait, il n'a pas vu que les banlieues ont changé de couleur. Égal à lui-même, avec son cuir de marlou et ses doigts bagousés, il ressemble à une vieille peau retirée du macadam après une longue vie de bourlingue. Il ne lui manque que le gros rouge à lèvres qui tache et les bigoudis. Il est vrai qu'il n'a plus l'âge de la banane, et ce n'est plus d'époque. Ensuite, vous avez au programme l'indispensable concubine accurée et son éternel lamento. Quel grand malheur, mon Dieu! Pensez donc, les prêtres amourachés ne peuvent pas se marier. Catastrophe! Cette brave femme doit reprendre du service à chaque changement de pape. Au son de sa voix, on sent que mamie est un peu poussiéreuse. Il faudra qu'il pense à en changer ou lui passer la tête de loup. Il ne manquait à ce débat que la femme prêtre, mais je ne désespère pas que cela arrive un jour. Très curtonne new style dans sa soutane mi-cuisse à 23 boutons au lieu des 33 boutons christiques réglementaires et ses escarpins noirs à talons hauts. Par contre, il faudra prévoir un bustier un peu froufroutant pour bouger les boobs de ces dames, les soutanes des bons pères n'étant pas conçues pour les pectoraux anormalement développés. J'ai l'air de galéger, mais ce n'est pas moi qui caricature. C'est eux qui se caricaturent. Dans un débat technique, mon Dieu, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, je ne les contredirai pas. Vous non plus si vous n'êtes pas expert. Mais dès qu'il s'agit d'un débat social, sociétal, politique, nous avons là l'exemple typique de la manipulation où l'on provoque une discussion
dans ce cas précis sur la religion catholique, et j'ajouterai en la circonstance la religion pour les nuls, en essayant de faire croire que les intervenants, tous progressistes, sont représentatifs du monde catholique. Et en plus, ils s'imaginent que ça marche, que le lecteur ou l'auditeur est assez simple d'esprit pour gober cette supercherie et ne rien piger dans la manip. Nous sommes toujours au moment de la démission de Benoît XVI. Dès le lendemain, nous avons droit au sondage obligatoire. Ça n'a pas traîné, comme si la France n'attendait que cet instant pour donner son avis sur le sujet. En effet, selon ce sondage, 86% des Français souhaiteraient que le nouveau pape se prononce en faveur du préservatif. Le préservatif, il ne manquait plus que lui. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler du doudou emblématique de la gauche, l'accessoire propitiatoire du culte du trou de balle, le totem de la nouvelle religion jouisseuse et sans entrave qu'on appelle depuis 2 siècles le matérialisme athée. Décidément, il y a des gens qui ont du mal à déconnecter leur sexe de leur cerveau. Bref, le sondage donne 69% de pratiquants au sujet de la même question. Or, les sondeurs m'ont appris, je dis bien les sondeurs, qu'il n'y a pas plus de 5% de catholiques pratiquants en France. Des pratiquants en faveur du préservatif, c'est rigoureusement impossible. Mais faisons comme. 69% de 5%, cela fait 3% de cathos pratiquants en moins. Donc, 83% de Français matérialistes athées et progressistes demandant que le nouveau pape se prononce en faveur du préservatif. J'ai envie de dire, de quoi je me mêle? En quoi cela les concerne-t-il? Je connais les arguments de fond, mais je ne discute pas le fond, je discute la forme. Réfléchissons. Et si la manipulation se révélait en ceci, les sondeurs ont tout simplement inversé les chiffres, c'est le contraire qu'il faut comprendre, c'est-à-dire 17% pour que le pape prononce en faveur du doudou ou du gris-gris, et 83% qui ne se sentent pas concernés, soit que la question leur paraît saugrenue, ou sans importance, ou tout simplement parce que ce n'est pas leurs oignons. Voilà comment on manipule l'opinion, comment on suggestionne le citoyen en permanence. L'opinion publique est bombardée quotidiennement de sondages invérifiables, tous les jours des sondages. Par contre, le référendum, ah ça non, surtout pas. Pas question, jamais de référendum, jamais. Pour être honnête sur le sujet, reconnaissons que la presse a un peu redoré son blason à l'occasion de l'élection du pape François. Pour le reste, à Dieu ne plaise. Comme je l'ai dit en commençant, j'avais prévu d'aborder tout à la fin le cas de l'établissement républicain que je tiens comme l'élément le plus puissamment destructeur de la nation française. Il venait en conclusion de ce cycle de conférences comme pour asséner le coup de grâce à ceux que je définis comme les ennemis de la France. Je l'ai remonté en tête, j'ai remonté ce passage en tête de mon exposé pour l'inclure dans ce premier clip, car je ne suis pas sûr de pouvoir donner une suite à celui-ci. Bah oui, cela bouscule un peu l'ordonnancement de l'ensemble, mais voilà, je n'appartiens pas à ce corps puissant et richissime qui prétend gouverner la France de la base au sommet. Je m'exprime comme citoyen libre, je prends donc quelques précautions. Et nous en arrivons au pire, parce qu'il y a pire que pire. Il y a ceux qui sont tout simplement à l'origine de cet immense désastre national et dont l'objectif démoniaque vise à la destruction de l'entité France, à sa mise à mort historique et civilisationnelle, à la disparition ethnique de son peuple fondateur. Vous pourrez toujours en faire supporter la responsabilité aux juifs, aux immigrés, aux métèques, aux étrangers, aux banquiers, aux multinationales, aux patronats, aux syndicats, etc. Tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas désigné le vrai responsable. Et le vrai responsable, en l'occurrence, c'est l'ensemble des élus de notre République française, tous partis confondus, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce sont aussi tous les partis politiques qui composent le panel républicain. Voilà ceux qui sont cause de l'affaiblissement général de notre pays, de sa descente aux enfers, de sa mise à mort programmée et orchestrée, responsable aussi du fait que les Français se reconnaissent de moins en moins chez eux dans un pays qui ne leur ressemble plus. Nous sommes au cœur du problème. Il est important d'étendre cette responsabilité à l'Union européenne, qui n'est qu'un avatar républicain, une excroissance diabolique développée au détriment des souverainetés nationales. En ce sens, l'Europe politique est un puissant moyen destructeur des identités nationales, dont la nocivité s'accroît dans le même temps
où cette institution étatique supranationale, non légitimée et imposée par le nouvel ordre mondial, renforce son pouvoir central et totalitaire. Tout notre malheur présent et futur n'est donc possible que par l'action nocive des élus de la République, un pouvoir de nuisance qui se donne les apparences de la légitimité, mais un simple vernis d'autorité administrative qui ne les autorise en aucun cas à faire comme s'ils étaient les héritiers de ceux qu'ils ont combattus, c'est-à-dire les héritiers de l'Ancien Régime. Ils ne sont ni rois, ni princes, ni seigneurs, ni autocrates, ni potentats, seulement des intermédiaires, des exécutants, au mieux des intendants élus, et encore assez vaguement. La fonction d'élu est une accréditation temporaire, certainement pas un pouvoir ni une légitimation, les autorisant à se comporter comme de vulgaires rois nègres régnant sur des tribus indigènes. Ils concentrent par le nombre un pouvoir considérable, ils sont de l'ordre de 600 000. Et même si une bonne partie ne représente que des édiles communaux, il n'en reste pas moins que la France est le pays qui compte le plus d'élus au nombre d'habitants. De gauche ou de droite, ils ont détourné l'État et les collectivités locales à leur profit, ils se sont organisés en une sorte de caste clanique, d'autres diront maçonnique, d'autres diront judéo-maçonnique et protestante, d'autres diront mafieuse, pour protéger leur place devant le garde-manger républicain et assurer la pérennité de leur pouvoir. Assurer la pérennité de son pouvoir, cela veut dire d'abord être reconnu et agréé par la caste, puis être élu et réélu. Dès lors qu'il a été admis et mandaté, toute l'activité d'un élu va être de travailler à sa réélection. Tout le reste n'est que considération secondaire. La France et les Français, ils s'en fichent royalement. Et durant son mandat, toute son activité va être de se mettre en avant et de faire de la retape électorale de façon à se présenter à son avantage au moment des élections. L'élu de la République est dit représentant du peuple. C'est d'ailleurs la définition même du régime républicain, un système représentatif. Je m'inscris en faux. Il est un mandataire désigné, un fonctionnaire assermenté pour exécuter ce qui normalement devrait entrer dans ses attributions, des attributions parfaitement définies, clairement délimitées et pas au-delà. Mais en réalité, par le détournement progressif de l'État et des institutions publiques, ils sont devenus les représentants des multiples groupes de pression, des lobbies qui se sont greffés avec le temps sur la vie politique française et dont l'agite-propre permanente les pousse à tenir compte des intérêts catégoriels plutôt que de l'intérêt de leurs mandants pour lesquels ils ont été élus. Or, ces groupes de pression, ces lobbies, par leur battage permanent, ont fini par avoir plus de pouvoir sur l'opinion en général que les élus n'en ont de leurs propres électeurs, et ce pour une raison simple. Les élus ne représentent plus rien. Ils n'ont plus rien à dire à leurs électeurs, ils n'ont rien à leur transmettre, sinon de multiplier les effets d'annonce et les promesses qui n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Les idéologies, c'est fini. De plus, les lobbies ont une grande audience dans les médias et peuvent influencer, voire conditionner le choix des électeurs. Résultat, les élus obsédés par leur réélection finissent par agir sous la pression de ces lobbies, le plus souvent au détriment du peuple qui les a élus. Parmi ces lobbies ou groupes de pression, pour donner quelques exemples, on trouve les syndicats, les féministes, les lobbies homosexuels, les lobbies immigrationnistes, culturels, juifs, musulmans, multinationaux, etc. Tout cela étant rigoureusement démocratique, n'est-ce pas? Les élus de la République ont un autre moyen de se faire élire, c'est de faire les généreux. L'image de M. le maire, personnage ouvert, à l'écoute du citoyen, proche des gens, est absolument liée à son statut d'élu. Un maire qui n'est pas généreux ne peut être un bon maire. Ah, ce bon M. le maire! Tel est le cri spontané qui doit jaillir du cœur éternellement reconnaissant de ses administrés. Il faut donc qu'ils promettent beaucoup, et il faut tenir. Promettre la lune et faire le généreux avec l'argent qui ne vous appartient pas est d'une facilité dérisoire. Il suffit de plonger la main dans les poches du contribuable et le tour est joué, monsieur le maire sera réélu. Or je regrette, mais un élu, quel qu'il soit, n'a pas à promettre ni à faire le généreux avec l'argent qui ne lui appartient pas, en plus de l'argent prélevé obligatoirement. Au fil du temps, l'accumulation des promesses politiciennes est devenue ingérable. On assiste à une surenchère, une course effrénée d'argent jeté par les promesses, par les fenêtres,
de ces dépenses pharaoniques, de cette gabegie permanente dont la chronique se fait régulièrement l'écho. L'Observatoire des subventions est un sujet fort éloquent. Il donne des centaines, des milliers d'exemples à tous les niveaux des institutions. Également la Cour des comptes, dont les fameux comptes rendus, claironnés tous les ans à la même période, sont autant de coups d'épée dans l'eau. Un os à ronger qu'on jette annuellement au contribuable grognon pour calmer sa mauvaise humeur. Je vais vous donner un exemple de ces gaspillages autant incongrus que complaisants. Celui-ci, je l'ai relevé tout à fait par hasard dans le Figaro, un entrefilé de quelques lignes à peine visibles. Il nous apprend que M. Jean-Noël Guérini, le président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont tout le monde sait qu'il est un élu parfaitement honnête, un digne représentant du peuple, tout juste tracassé par notre vilaine justice républicaine qui s'acharne odieusement contre lui, a versé près de 2 millions d'euros en 6 ans à la municipalité de Haïfa, 3e ville d'Israël, pour, je ne dis pas devinez quoi, car vous ne devinerez jamais, pour financer l'absentéisme dans les lycées de la ville. Je n'invente rien. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône finance avec l'argent des bucco-rhodaniens, pour des raisons seulement connues de lui et de sa petite coterie, une institution d'un pays qui croule sous l'argent américain et sous l'argent de la richissime diaspora juive mondiale. En contrepartie, Madame la maire de Haïfa, Yona Yahav, s'est engagée à multiplier les cours de français dans les établissements de sa ville. Financer l'absentéisme dans les écoles d'une ville étrangère, je voudrais comprendre, ou j'ai peur de comprendre, s'agissant d'Israël. Il semblerait que le cas n'est pas unique. Un autre exemple qui me passe sous les yeux alors que je rédigeais ces lignes, le Conseil général de l'Eure rachète une papeterie, et pas une petite s'il vous plaît, une énorme papeterie, à son propriétaire finlandais au prix de 22 millions d'euros. Il trouve à la revendre un papetier thaïlandais pour la somme de 18 millions d'euros, dont 4 millions à la charge du contribuable. Pas de doute, nos élus ont un sens aigu des affaires. Ils réussissent ce tour de force de vendre à perte. De toute façon, et quoi qu'il arrive, ces braves gens du Conseil général rentreront dans leurs frais en se payant sur la bête. On peut compter sur eux. Ce faisant, ils forcent le marché face aux producteurs français en subventionnant un concurrent étranger. Il n'y aurait donc plus de banquiers en France, plus d'industriels. Il est vrai que l'industrie papetière française n'existe plus. Elle est quasiment tombée aux mains des capitaux étrangers. Alors un peu plus, un peu moins. Le but était de sauver des emplois, donc des électeurs. Mission accomplie. Je réitère l'accusation permanente que je porte contre les élus de la République. Je les accuse d'avoir détourné l'État français et les collectivités à leur profit, et en plus de détourner annuellement, au sens le plus pénal du terme, c'est-à-dire en termes de concussion et de forfaiture, approximativement la somme de 150 milliards d'euros, représentant environ 20% des prélèvements obligatoires superfétatoires, fourchette basse. Si l'on tient compte que la France emploie 18 millions d'actifs productifs pour 25 millions d'actifs, actifs productifs signifiant producteurs de valeur ajoutée, c'est le PIB, hein. Cela veut dire que chaque travailleur du privé se voit prélever sur son travail environ 7 à 800 euros, toujours fourchette basse, en plus des prélèvements normaux qui ne devraient pas dépasser 35% du PIB. Il s'agit évidemment d'un chiffre moyen et d'une somme dont les personnels ne verront pas trace sur leur salaire, mais que l'entreprise paye et que même surpaye sous forme de taxes ou de renchérissement du coût de la vie. En plus des prélèvements obligatoires hors normes, ces messieurs de la République empruntent annuellement sur les marchés de la finance internationale des sommes considérables dont une partie des prélèvements sert à payer les intérêts. Et à quoi sert cet argent abusivement prélevé sur la richesse nationale ou emprunté sur la tête des citoyens? D'abord à se servir et à servir les amis, à payer les fonctionnaires surnuméraires, à déresponsabiliser les citoyens, à multiplier les équipements pharaoniques et inutiles, mais surtout, à acheter massivement le vote des électeurs pour faire perdurer leur survie politique par tous les moyens possibles, particulièrement à travers le fameux système associatif et l'assistanat social. L'administration française ne connaissait jadis que 3 niveaux de collectivité: la commune, le département, l'État. Aujourd'hui, nous avons la commune, la communauté urbaine, la communauté de communes,
la communauté d'agglomération, la communauté d'urbanisme, l'intercommunalité, le département, la région, l'État national, l'Union européenne. Ça doit être cela qu'ils appellent le choc de simplification. L'avantage de ce millefeuille administratif est de créer de nouvelles structures à tous les étages, de nouveaux organismes et autres machins inutiles qui se cumulent sans s'annuler, se superposent, se contredisent, se surajoutent, mais qui sont autant de nouvelles occasions de taxer le Pékin, d'embaucher de nouveaux fonctionnaires, de caser la parentèle, les amis des amis, etc. Bref, l'administration française est devenue un véritable repère de dynasties de fonctionnaires inféodés au système. Au moins, sous l'Ancien Régime, les dynasties s'affichaient-elles officiellement, elles trouvaient leur légitimité dans l'aristocratie, mais la légitimité dynastique d'un fonctionnaire, d'un carriériste de basse extraction, fût-il haut fonctionnaire, de quoi parle-t-on? Oui, ce sont bien les élus de la République les premiers responsables de la destruction de notre pays, de son anéantissement. Oui, ce sont bien eux les fossoyeurs de la France, du dernier élu municipal au président de la République. On n'a objectivement aucun contrôle sur ces gens, ils font ce qu'ils veulent, et en plus, ils se protègent et sont juridiquement, quasiment intouchables. Ils ont tué l'âme de ce pays, ils l'ont ouvert à tous les vents de l'invasion migratoire, ils ont tué ce qui faisait l'essence de notre peuple, mais ils ne se sont pas contentés de tuer son âme, ils ont ruiné notre pays, et pas seulement en l'endettant comme il n'est pas permis, c'est-à-dire en le livrant à son insu, aux griffes acérées, aux mâchoires puissantes des carnassiers de la haute banque internationale. Non, ils vendent la France au plus offrant, en gros, au détail, à la pièce, à la découpe, comme vous voulez, tels des mauvais fils de bonne famille dilapidant l'héritage familial. Et encore, un fils indigne dilapide ce qui lui appartient. Eux, ils vendent ce qui ne leur appartient pas, un héritage d'ailleurs qu'ils s'approprient indûment et auquel ils n'auraient pris aucune part pour l'enrichir. Je dirais plutôt qu'ils l'appauvrissent, qu'ils le salissent. Et non seulement ils le vendent ou le laissent vendre, mais ils nous vendent avec. Vous avez probablement entendu parler de la récente affaire Cahuzac et des scandales de l'État socialiste. Il n'est pas possible de ne pas en avoir entendu parler, même en vivant retiré dans une grotte. Quelle comédie, quel psychodrame. Au bal des faux culs, les socialistes mènent la danse. Il fallait entendre les protestations indignées de ces politiciens de pacotille, leur dénégation de pucelles effarouchées devant l'objet du désir. Mon Dieu, quelle horreur, je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai entendu des politiciens affirmer que le personnel politique de la République était composé à 99,9% de gens honnêtes. De qui se moque-t-on? Les politiciens républicains sont pourris à 100%, jusqu'à la moelle, jusqu'au trognon, nécessairement parce que le système est pourri. Il est pourri d'origine, pourri par définition, structurellement, dans la masse. Même le plus honnête, le plus vertueux des citoyens qui manifesterait l'ambition de se présenter comme politicien modèle, dès qu'il sera introduit dans le système républicain, dès qu'il aura franchi le pas, il deviendra comme les autres, pourri par imprégnation, par contamination, par contagion systémique. Tous pourris, ce n'est pas une insulte, c'est une marque de fabrique. Et tout l'échiquier politique concerné, de l'extrême droite à l'extrême gauche, de la Miss Le Pen à Mélenchon, les deux chiens de garde que le système a placés aux extrémités de l'arc républicain pour abattre les bovins qui auraient tendance à prendre quelques libertés et à s'évader du troupeau. Sur leur lancée, voilà que nos politiciens, qui ont des âmes trempées de parrains siciliens, nous refont le coup de moraliser la politique, moraliser la vie politique, la tarte à la crème réchauffée au feu médiatique. Non contents de faire les vertueux, de nous donner des leçons en permanence, voilà qui n'ont plus que le mot moral à la bouche, la morale, alors même que c'est eux qui ont chassé la morale de l'école, qui l'ont méchamment éjectée de l'école, devrais-je dire, alors même qu'un de leurs slogans favoris, j'en ai les oreilles qui résonnent encore, est de dénoncer le retour à l'ordre moral. Ils ont fait de la lutte contre l'ordre moral, contre la morale bourgeoise, la base de la doctrine socialiste et républicaine. Et c'est celui qui veut imposer le mariage homosexuel qui vient nous parler de morale, lui qui vit en concubinage et n'a même pas le courage d'assumer ses responsabilités d'homme et de chef de famille. Il est immoral, monsieur Hollande, alors qu'il se taise. Vertu, honnêteté, probité, les grands mots sont lâchés. Au lieu de multiplier les comités d'Éotule destinés à se couvrir du voile vertueux de la transparence, encore une occasion de placer des copains
les copains et les copines, les cousins et les cousines, au lieu d'avoir la prétention de combattre les paradis fiscaux, il ferait mieux de faire de la France un pays plus fiscalement motivé pour ses compatriotes les plus actifs. Déjà, cela ferait peut-être revenir les entreprises du CAC 40 qui ont leur siège financier dans des États plus accueillants. Notre président s'est-il demandé pourquoi tant de gens sont poussés partout dans le monde à frauder le fisc? Parce qu'ils en ont assez de vivre dans des pays socialistes qui, au nom de l'égalitarisme et de la redistribution, pompent le fruit de leur travail pour entretenir des colonies de parasites vivant au crochet de la société. Mais la vraie question est celle-ci et nous n'avons toujours pas de réponse. Et si on commençait par moraliser l'État français? Moralisons, moralisons. Qui vont-ils chercher pour faire le professeur de morale, le monsieur propre qui lave plus blanc que les autres? Monsieur Harlem Désir, la référence morale. Pauvre humanité, elle est tombée bien bas. Ce Harlem Désir, président historique de SOS Racisme et qui traîne une batterie de cuisine derrière lui, se permet d'en appeler à la moralisation de la vie politique. C'est comme si un délinquant se faisait juge de lui-même. Remarquez qu'avec Madame Taubira, on n'en est pas loin. Et c'est là qu'on voit à quel point la gauche atteint un degré de pourrissement inimaginable. Car c'est parmi les jeunes subversifs, les jeunes meneurs de la chienlit de rue, que le Parti socialiste recrute ses futurs cadres. C'est-à-dire parmi les plus agités, les plus excités, qui se font remarquer lors de ces manifestations d'étudiants ou de lycéens, comme la France l'a tant connue depuis mai 68. Et s'ils ne deviennent pas cadres du Parti socialiste ou autre, ils entreront dans la fonction publique et termineront aux fonctionnaires avec la retraite en rapport. Je pourrais vous citer de nombreux cas. Les révolutionnaires ne sont que des fonctionnaires qui s'ignorent. Et ce brave Harlem a été de cela. Ce personnage n'a rien fichu de sa vie. Il a vécu une belle existence sur le dos du contribuable, avec pour seul titre de gloire d'avoir, pardonnez-moi, flanqué le bordel dans les rues de Paris au nom des patouches à mon pote. Cela suffit pour faire de lui le chef du Parti socialiste et pour qu'il se paye de notre fiole en venant nous dire la morale. L'affaire Cahuzac, c'est le fusible qu'on fait sauter pour sauver l'installation déglinguée à tous les étages, une vaste opération d'enfumage et de diversion. Déjà, les journalistes accrédités du système viennent au secours de la classe politicienne en essayant de nous rassurer. Oh, vous savez, les scandales politiques, il y en a toujours eu, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça va passer patati patata. J'ai même entendu, voici quelques années, une dame de gauche, je ne me souviens plus de qui il s'agit, dire, et cela je l'ai retenu, la corruption est la preuve de la démocratie. Oui, vous avez bien entendu, la corruption est la preuve de la démocratie. Autrement dit, cette dame a défini en une phrase l'état d'esprit fondamental de ceux qui sont soi-disant chargés de représenter le peuple français. Un élu de la République ne pratique pas le don de soi, mais le don pour soi. Journalistes vendus d'un côté, politiciens pourris de l'autre, pas de doute, la France est bien encadrée. Ils se tiennent tous par la barbichette. Ils copulent ensemble, je veux dire qu'ils concubinent entre eux, décidément j'adore ce mot, j'aime sa sonorité. Ils concubinent, dis-je, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux, pour eux, et s'auto-reproduisent au nom de la défense des intérêts particuliers et catégoriels qu'ils représentent. Ils sont totalement coupés du peuple, coupés du monde, coupés des réalités. La République est le tombeau de la France. La République, la res publica, cela veut dire la chose publique. La chose publique, c'est la chose à tout le monde. Qu'est-ce que la chose à tout le monde, si ce n'est une traînée, si ce n'est une Marie couche-toi là? Nous y voilà, et c'est reparti. On n'en finira jamais de ce système, on n'en sortira jamais. C'est reparti pour les campagnes électorales, c'est reparti pour le racolage électoral. Et vous irez les applaudir, les candidats, vous irez les ovationner. Oh, comme il a bien parlé de la politique, ce monsieur. Il nous a offert une grande corbeille de promesses pleine de fleurs, avec du sambon, des rubans roses, des petits chocolats. Je crois que je vais voter pour lui. Et qui c'est qui sera le cocu quand la fête sera terminée? C'est vous. Sauf bien sûr la foultitude des assistés sociaux, institutionnels et permanents qui sucent le sang de la bête. Et qui c'est qui paiera la douloureuse des promesses creuses, menteuses, fallacieuses, qu'on ne voit jamais ou qu'on ne voudrait pas voir, mais qu'on paye 3 fois le prix qu'elles valent quand elles sont tenues? La France est dirigée par la Cour des miracles. Et vous savez le sort qu'on lui réservait à la Cour des miracles sous l'Ancien Régime. Relisez votre histoire. Dehors. Voilà très résumé pourquoi je mène une lutte personnelle et inlassable
contre la République. Voilà pourquoi, entre autres, Force française pose l'abolition de la République comme projet politique premier pour lui substituer la démocratie directe, comprenez le référendum d'initiative populaire. Voilà pourquoi nous demandons que l'État français soit gouverné par référendum et non à coups de sondages trafiqués. Voilà pourquoi nous demandons la remise à plat et la redéfinition des attributions fonctionnelles de l'État et des collectivités. Voilà pourquoi nous demandons que les maires, les présidents des conseils généraux et régionaux soient nommés et non élus, etc. Après tout, ils ne sont que des fonctionnaires, des carriéristes, des administratifs, comme les autres. Les préfets sont bien nommés, et vous ne vous plaignez pas qu'il en soit ainsi. Pourtant, ces descendants des proconsuls de la dictature de 93 sont autrement détenteurs de l'autorité publique que les maires et autres conseils locaux. C'est le bras armé de la République. Pour que ce changement de régime soit effectif, pour qu'il entre réellement dans les faits, on ne peut y parvenir que par le moyen pacifique de l'abstention civique, c'est-à-dire l'abstention généralisée à toutes les élections, si vous préférez, le boycott, bien que le mot ne soit pas adéquat. Dans ce cas, l'abstention est un véritable défi lancé à la classe politicienne et il s'interprète de la manière la plus simple, la plus énergique, dehors. Madame, monsieur, ami ou ennemi, si réellement vous vous reconnaissez comme citoyen actif et non passif, je veux dire ceux qui vont dormir après avoir accompli leur devoir électoral comme ils disent, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Il est temps d'assumer avec courage et détermination votre destin collectif. En clair, il est temps de prendre le contrôle de votre pays, de l'arracher aux mains de ceux qui l'ont voué à sa fin, ou disons-le clairement, de ceux qui veulent la mort de la France et avec elle, la mort des Français de souche. À bientôt, peut-être.